Ce samedi, l'invité du Mageco est le président du directoire du groupe PSA. Bonjour Carlos Tavares. Bonjour. Carlos Tavares, on vient de l'entendre dans le reportage, quelqu'un qui dit les constructeurs, le diesel, l'essence, l'électrique, ils sont un peu perdus. Est-ce que vous êtes un peu perdu? Pas du tout, pas du tout. Je ne crois pas que nous soyons perdus parce que nous avons compris de la part du législateur une instruction très claire. Les gouvernements ont pris la décision scientifique de demander aux constructeurs automobiles d'aller vers l'électrique. Eh bien, cette instruction, elle est très claire. Elle est visible dans les objectifs de CO2 qui nous sont imposés par l'Union européenne. Et ces objectifs de CO2 imposés par l'Union européenne ne sont atteignables que grâce à une technologie qui est celle du véhicule électrique. Donc nous ne sommes pas du tout perdus, nous avons reçu une instruction. Est-ce que ça veut dire que le diesel est enterré? Cette semaine, on a Porsche, premier constructeur allemand, qui dit j'arrête le diesel. Le diesel, il va diminuer au gré des décisions des consommateurs. Et les consommateurs, ils vont prendre leurs décisions en fonction des contraintes qui leur seront imposées au titre de leur liberté de mouvement. Et donc nous sommes revenus au point de départ, c'est-à-dire ce sont ceux qui nous donnent les instructions et qui prennent la responsabilité scientifique de nous demander d'aller vers le véhicule électrique qui, eux aussi, vont imposer aux citoyens des limitations dans leur liberté de mouvement s'ils n'utilisent pas les objets de mobilité propres vus par le législateur. Donc je ne crois pas du tout que nous soyons perdus. Je pense que nous savons exactement où nous devons aller. C'est respecter les instructions qui nous sont données par le gouvernement. Elles sont claires. Elles vont être matérialisées par le vote du Parlement européen le 3 octobre sur les émissions de CO2 en 2030. Ils vont durcir les normes, ils veulent durcir les normes. Carlos Tavares, ça veut dire qu'on reconnaît que la voiture peut avoir un impact négatif sur la santé publique. Est-ce qu'ils ont raison de durcir ces normes? C'est tout à fait normal et souhaitable qu'elles soient durcies, ces normes-là. Il n'y a aucun espèce de débat sur ce thème. Il faut avancer vers la mobilité totalement propre. Il suffit par contre de ne pas se tromper sur ce qu'on appelle la mobilité propre. Mais le fait qu'on durcisse ces normes-là est tout à fait pertinent. Encore faut-il que les sociétés dans lesquelles nous opérons acceptent les transformations que nous allons nous imposer à nous-mêmes lorsqu'il faudra mettre en œuvre une certaine amplitude de changement dans un délai donné. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle il faut transformer l'ensemble de l'industrie automobile en Europe, qui emploie 13 millions de personnes, pour atteindre des objectifs particulièrement sévères à l'horizon 2030. Le fait qu'on évolue aussi rapidement que possible vers ces objectifs plus sévères ne fait pas l'objet de débat, mais l'amplitude et la vitesse à laquelle il faut le faire fait l'objet de débat, puisque ça peut avoir des impacts sur l'ensemble des sociétés dans lesquelles nous opérons. Mais ce n'est pas un problème pour PSA, puisque PSA a toute la technologie nécessaire. Nous lançons en ce moment la DS3 Crossback e-Tense, qui est un véhicule 100% électrique. Nous lançons notre technologie de véhicule hybride rechargeable pour nos véhicules haut de gamme. Et tout ceci, cette offensive produit et technologique du groupe PSA est maintenant engagée. Et donc, je suis parfaitement serein par rapport à mon entreprise. Mais je rappelle, les décisions scientifiques qui ont été prises d'aller vers l'électrique incombent au gouvernement, de la même façon qu'au cours des... Vous le répétez, ça fait 3 fois que vous le dites. Pourquoi est-ce que vous dites ce sont des décisions scientifiques, ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles du gouvernement? Qu'est-ce que ça induit? Ça induit la réflexion que si nous en sommes aujourd'hui à parler du véhicule diesel, c'est qu'au cours des 3 dernières décennies, les mêmes gouvernements nous ont imposé d'aller dans cette direction au travers d'incitations fiscales extrêmement nettes. Et donc, de la même façon qu'il a été décidé de donner au diesel un avantage fiscal certain dont les consommateurs ont bénéficié, eh bien aujourd'hui on nous dit non, ce n'est plus le diesel, il faut aller vers l'électrique. L'électrique est en soi une technologie particulièrement intéressante qu'il faut aborder sous un angle de 360 degrés. Il faut avoir une approche complète, il faut regarder l'ensemble des implications énergétiques, industrielles du véhicule, industrielles sur les batteries, industrielles sur l'extraction des matières rares, les implications fiscales, et tout ça fait l'objet d'une étude qui aujourd'hui me paraît insuffisante. On va y venir sur l'électrique, mais d'abord une dernière question sur le diesel et le Dieselgate. C'était il y a 3 ans. Il y a eu un procès en Allemagne. En France, c'est plus lent, mais il y a une enquête qui concerne plusieurs constructeurs, dont PSA, le groupe PSA. Quelle leçon un constructeur doit tirer de ce Dieselgate? D'abord, il faut observer qu'un seul constructeur, et il est allemand, a été jusqu'à présent accusé de tricher sur le respect des normes. À ce jour. À ce jour. Et j'entends bien que pour ce qui nous concerne, on ne fasse pas partie de cette liste-là. Et donc c'est tout à fait clair qu'il y a un constructeur, certes un des plus gros mondiaux, qui a été accusé de cette tricherie. L'impact, aujourd'hui, il est sur l'ensemble de l'industrie automobile mondiale. Et
cet impact se comprend dans l'esprit des consommateurs, mais il ne faut pas tout amalgamer. Chacune de nos entreprises est pilotée de manière indépendante, avec une rigueur dans la gouvernance qui lui est propre, avec des valeurs d'entreprise qui lui sont propres. Et donc, je pense que la généralisation est abusive. La généralisation est abusive. Elle porte atteinte à l'intégrité de tous les constructeurs automobiles, alors qu'ils ne sont pas tous identiques. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce que nous appelons dans notre jargon d'entreprise la compliance, c'est-à-dire le respect strict des règles et des normes qui nous sont imposées par les sociétés dans lesquelles nous opérons, s'impose à nous. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, y compris lorsque ces règles sont édictées sur la base de jugements scientifiques qui pourraient prêter à débat. Alors, on en arrive à l'électrique. Parce que ce que j'ai entendu depuis le début, c'est que vous me dites c'est une décision scientifique, mais il me semble que cette science-là n'est pas assez établie. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, Carlos Tavares? Ce que je veux dire, c'est que la mutation sur l'ensemble de la mobilité de nos citoyens, qui a été largement développée au cours des dernières années grâce à la liberté de mouvement qu'offre l'automobile, cette mutation qui nous est proposée est une mutation lourde de conséquences. Et parmi ces conséquences, il y en a une première que je veux partager avec nos auditeurs aujourd'hui, c'est que la mobilité propre, c'est comme la nourriture bio, c'est plus cher. Et donc il faut que tout le monde en soit conscient. Nous avons évidemment fait tous les travaux scientifiques, technologiques nécessaires pour apporter des solutions, mais il faut comprendre la transition énergétique comme étant une vaste transition qui va largement au-delà de l'industrie automobile. C'est quelque part une modification du modèle de société dans lequel nous opérons, qui doit se piloter de manière très stratégique en abordant l'ensemble des volets de cette transition. Et je voudrais en citer quelques-uns pour que nos auditeurs comprennent. Le premier, c'est l'énergie propre. Comment est-ce que nous produisons de l'énergie électrique propre? Et ça a de multiples implications sur le nucléaire, sur le renouvelable, sur le charbon, sur l'hydroélectrique. Tout ça, c'est en soi un sujet stratégique extrêmement lourd. On a vu les débats que ceci suscite dans notre pays et chez nos voisins allemands. Il y a ensuite l'objet de mobilité en lui-même, pour lequel nous apportons une solution zéro émission, c'est effectivement le véhicule électrique. Il y a l'empreinte carbone de la fabrication des batteries, il y a l'empreinte carbone du recyclage des batteries. Et donc votre conclusion, Mon conclusion, c'est qu'aujourd'hui, le patron de PSA, c'est que cette approche stratégique est superficielle et que le pilotage de cette transition nécessite un professionnalisme beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus développé, qui aborde l'ensemble de ces volets, y compris le volet fiscal, et pas uniquement le volet de l'objet de mobilité en soi. Et donc il faut élargir cette réflexion et montrer à nos concitoyens que nous avons un pilotage stratégique de tout ça. Il n'appartient pas aux constructeurs automobiles, évidemment, d'aborder l'ensemble de ces volets. Alors, il y a encore des freins pour l'électrique, hein, c'est 1% du marché français, je reviens aux consommateurs, ça progresse assez peu. Carlos Tavares, quand la voiture électrique sera-t-elle au même prix que la thermique? Le prix, c'est le premier frein. On parle de 2024, j'ai lu 2024. D'abord, je veux faire observer à nos concitoyens que 40% de la valeur ajoutée de fabrication d'un véhicule électrique, ce sont les batteries. Que les batteries sont aujourd'hui un monopole asiatique, des Coréens, des Chinois et des Japonais. Donc il faut qu'ils en soient conscients. Et pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas tous ensemble, les constructeurs européens, à faire un Airbus de la batterie? Ça, c'est ce que veut la Commission européenne. Ou bien, Bruno Le Maire dit, il faut faire quelque chose de franco-allemand. Pourquoi ne le faites-vous pas? Je vais résumer en disant il faut, bien sûr. Il faut 20 milliards pour faire l'usine. Hein, eh bien, faisons-le. Nous sommes, le groupe PSA, un ardent supporter de cette démarche. Laquelle? Européenne, franco-allemande? De créer un champion européen de la batterie pour évidemment équilibrer la situation asiatique qui aujourd'hui est dominante. Mais vous voyez, là on est en train de parler d'un enjeu de transfert d'activité industrielle vers l'Asie qui fait partie de la superficialité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette question-là, de lancer un champion européen de la batterie, c'est il y a 10 ans qu'il fallait se la poser. C'est il y a 10 ans qu'il aurait fallu lancer ça. De la même manière, la question de l'infrastructure de charge des véhicules électriques, pour lequel aujourd'hui on ne voit pas suffisamment d'investissement de la part des États pour garantir une densité minimale. Il paraît qu'en France on n'est pas mal. Ben, on verra bien quand on arrivera à 2020 et à 2025. Alors, la question sur le prix, s'il vous plaît, Carlos Tavares. Est-ce que 2024, ça peut être le moment où la voiture électrique vaut la même chose qu'une voiture thermique? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Je pense que, de toute façon, les citoyens européens vont être confrontés à une situation simple. Nous avons vu il y a quelques jours le profit warning de BMW, qui n'est pas un acteur... Avis sur, en français, des avis sur les futurs résultats. Une alerte sur la baisse des résultats financiers du groupe BMW. Ce n'est pas un acteur faible de l'industrie automobile européenne, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une première alerte du fait que nous allons, nous, en tant que citoyens, être confrontés à une réalité simple. C'est soit nous acceptons de payer la mobilité propre plus cher,
soit nous mettons l'industrie automobile européenne en difficulté, avec tous les impacts que ça peut avoir sur nos sociétés. Et donc, il faut appeler un chat un chat. L'approche de la transition énergétique nécessite une approche beaucoup plus professionnelle, par pan entier des éléments que j'ai mentionnés. Aujourd'hui, c'est plutôt superficiel. Aujourd'hui, ce n'est pas bien coordonné. Aujourd'hui, c'est plutôt déphasé. Et il y a beaucoup de décisions dont on parle aujourd'hui en disant « il y a qu'à, faucon, ils ont qu'à ». Eh bien, ces décisions-là, il fallait les avoir prises il y a 10 ans, au moment même où la politique fiscale était de favoriser le diesel. Carlos Tavares, sur l'emploi, on dit que fabriquer des voitures électriques, ça embauche moins de monde. Vous avez 58 000 salariés dans la division automobile en France. Est-ce que, vous qui prenez le virage électrique en accélérant, est-ce que ça fait moins de monde dans les usines ? Écoutez, ça à dépend. l'horizon 5 ou 10 ans. D'abord, ça dépend de la vitesse à laquelle le mix des ventes de véhicules électriques va augmenter. Les objectifs de 2030 que le Parlement européen va voter le 3 octobre, ils ne seront atteignables qu'au travers d'un mix de ventes de véhicules électriques donné. Plus ce mix sera important, plus il faudra transformer nos entreprises au pas de charge. Et évidemment, je n'ai aucune crainte pour PSA, car j'ai une équipe extraordinaire, y compris au niveau de mes partenaires sociaux, et des gens qui comprennent parfaitement dans quelle transition nous sommes. Et donc le problème ne se posera pas chez PSA. Nous nous imposerons les transformations nécessaires pour faire face à ces enjeux, mais ceci aura des impacts sur les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Mais donc, vous dites on accélère, mais on maintient le même nombre de salariés dans les usines ? Eh bien écoutez, on verra. Ça dépendra par exemple de la question de savoir si nous allons fabriquer des batteries en Europe ou pas. Et si vous ne le faites pas ? Si on ne le fait pas, évidemment, il y aura moins d'activité, puisque je viens de vous dire que 40% de la valeur ajoutée d'une automobile, ce sont les batteries, d'une automobile électrique. Et aujourd'hui, on sait que le monopole, il est asiatique, coréen, chinois et japonais. Et donc, si on ne se dote pas d'une industrie de la batterie en Europe, évidemment, ça posera des problèmes de cette nature. Et vous nous direz, bah oui, mais il y a une proposition qui est faite. Oui, mais cette proposition, elle aurait dû être faite il y a 10 ans, au moment même où la politique fiscale était de favoriser les véhicules diesel. Donc côté PSA, nous, on a toutes les technologies et c'est le consommateur qui décidera et nous nous imposerons les transformations nécessaires. Ce n'est pas le problème de PSA, c'est un problème sociétal dont nous parlons là. Carlos Tavares, votre regard sur le marché du travail français. Chez vous, dans l'usine de Vesoul, on revient sur les 35 heures. Vous faites de la rupture conventionnelle collective, on a les ordonnances travail. Là, dans le dernier projet de budget, on voit que le gouvernement veut encore baisser le coût du travail. Et tout ça pour lutter contre la précarité, faire baisser le chômage. Est-ce que vous appréciez cette politique et est-ce que ça va vous permettre, par exemple, d'embaucher en CDI vos milliers d'intérimaires ? Ce qui est une certitude, c'est qu'au travers du rebond plutôt remarquable du groupe PSA au cours de ces dernières années, nous avons créé un surcroît d'activité qui a contribué à faire baisser le chômage en France. C'est une évidence. L'excellente santé économique du groupe PSA a tiré de l'activité, pas que chez PSA, mais autour de PSA également et dans des proportions très importantes. Mais ce ne sont pas que des CDI, voilà ma question. Est-ce que vous allez transformer des intérimaires en CDI ? C'est une possibilité qu'on n'écarte pas, puisque tous les ans, nous embauchons. Et d'ailleurs, au risque de vous surprendre et de surprendre nos auditeurs, non seulement nous embauchons, mais nous avons des difficultés à embaucher. Nous avons mis en place de nouvelles équipes de fabrication dans nos usines pour faire face au succès commercial de nos modèles, qui se répètent de modèle en modèle, et nous avons vu que dans certains cas, nous n'arrivions pas à embaucher les personnes dont nous avions besoin dans nos usines françaises. Mais vous voyez, moi je me demande, nous demandons si ces efforts du gouvernement, ces milliards également dépensés dans une optique de pro-business, est-ce que ça a un impact sur l'emploi chez vous ? Si vous me permettez, je voudrais faire une petite correction de sémantique. Je ne pense pas que ce soit des mesures pro-business. Je pense que ce sont des mesures pro-société. Ce sont des mesures... Si vous ne les transformez pas en CDI, ce ne sont pas encore des mesures pro-société. Je me permets à nouvelle fois de contester ce propos en vous disant la chose suivante. Quand vous avez un euro en main et que vous avez chez le marchand, peu importe de savoir si le euro il vient d'un CDI ou d'un CDD, vous avez un euro en main et vous allez acheter ce que vous avez envie d'acheter chez le marchand. Et donc, je pense que ce qui est notre responsabilité, nous, patrons d'entreprise, c'est de créer de la richesse. Créer de la richesse qu'ensuite la société puisse se partager suivant des règles qui sont évidemment discutables et négociables. Mais notre rôle, c'est de créer de la richesse. Depuis 5 ans, le groupe PSA a apporté à ce pays un surcroît de richesse conséquent, avec une balance du commerce largement excédentaire, et donc nous avons apporté notre contribution. Mais si vous ne me répondez pas sur la précarité, là-dessus, en effet, création de richesse, c'est certain. Mais sur la précarité... Eh bien, nous avons évidemment une société et du gouvernement pour ça. Vous ne pouvez pas demander au groupe PSA de se préoccuper de la question de la répartition de la richesse dans notre pays. Ce n'est pas notre mission. C'est la mission du gouvernement. J'observe
que dans le cadre des règles qui ont été fixées par le gouvernement pour aborder ce problème et résoudre ce problème-là, le groupe PSA, grâce à la qualité de son dialogue social avec nos partenaires qui représentent 80% de nos salariés, nous avons pu renforcer la performance de l'entreprise, créer plus de richesses, donner une balance commerciale au pays encore meilleure vue au travers de l'automobile, et nous y avons apporté une contribution qui n'est pas contestable. Allez, 3 questions d'actualité. Les anciens salariés de l'équipementier GMS à la souterraine mettent en cause Renault et PSA qui auraient précipité leur chute. Ils demandent à être indemnisés. Bruno Le Maire, le ministre, vous rappelle vos engagements. Que répondez-vous? D'abord, je n'ai pas à répondre à ces commentaires parce que je suis serein. Et donc, je n'ai pas à rentrer dans cette partie de ping-pong par médias interposés. Ce que je vous dis, en tant que président du directoire du groupe PSA, c'est que nous respectons nos engagements. Et que s'il y a des acteurs de la vie publique qui veulent porter devant la justice cette question, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent, nous sommes parfaitement sereins. Et au moins, ça permettra de faire toute la lumière. Ceci a été vérifié par nos équipes. Nous respectons intégralement nos engagements vis-à-vis de l'entreprise qui a repris ce site. Et donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Si cette partie de ping-pong n'est pas constructive, autant qu'on aille devant la justice et à ce moment-là, le juge tranchera. Mais en tant que président du directoire du groupe PSA, je suis parfaitement serein. Par contre, ce que j'observe, c'est que plutôt que de porter l'accent sur cette partie de ping-pong entre les différents acteurs par médias interposés, il faudrait s'interroger sur les causes racines qui ont mis cette entreprise en difficulté et qui a conduit au drame de GMS. Et je trouve que nous n'avons pas suffisamment d'analyse sur les causes racines qui ont mis cette entreprise en difficulté, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas de traiter le symptôme, mais plutôt de traiter les causes racines. Pour ce qui est d'apporter notre contribution aux repreneurs de ce site, je suis parfaitement serein, ça a été vérifié par nos avocats, par nos équipes des achats, et celui qui veut porter l'affaire devant la justice peut le faire. Nous sommes tout à fait sereins par rapport à ça. Par contre, il faut qu'il sache une chose. Une de mes responsabilités, c'est de protéger mes collaborateurs. Et mes collaborateurs n'apprécient pas que leur probité soit mise en question dans cette affaire. Et mes ouvriers ont aussi droit au respect de tous sur le fait qu'ils travaillent très dur pour la performance du groupe PSA, qui respecte ses engagements. Et donc, dans la foulée d'une éventuelle action, nous saurons nous aussi prendre toutes les mesures nécessaires. Question internationale, Donald Trump, sa politique, le constructeur Ford dit que ça lui a déjà coûté 1 milliard de dollars. Qui a le plus à perdre, les constructeurs américains ou européens? Dans tous les cas, l'humanité a à perdre du fractionnement du commerce planétaire. Car le fractionnement du commerce planétaire se traduit par une perte d'opportunités de création de richesse. Donc l'humanité tout entière a à perdre de cela. Il est évident que nous sommes peu exposés, nous PSA, puisque actuellement nous avons une activité aux États-Unis qui est tout à fait marginale. Et il est évident que tous ceux qui exportent de grandes quantités de véhicules de l'Europe vers les États-Unis ont beaucoup à perdre. Ce n'est pas notre cas, donc nous ne sommes pas impactés. Mais de manière générale, rentrer dans une problématique de commerce mondial où il y a un qui gagne et un autre qui perd, ça conduit toujours à une situation de création de richesse qui est inférieure à celle où tous les deux peuvent gagner. Et donc je pense que cette direction-là n'est pas bonne pour l'humanité. Dernière question, Google, accord majeur signé entre Google et Nissan, Mitsubishi, Renault. Est-ce que vous aussi, vous allez faire entrer Google dans vos voitures? C'est la voiture connectée, c'est la voiture autonome, c'est la voiture de demain. Nous avons une stratégie dans ce domaine qui est non seulement arrêtée, mais en cours d'exécution avec un partenaire qui s'appelle Huawei. Chinois. Et donc nous sommes déjà lancés dans cette voie-là. Et ces décisions auxquelles vous faites allusion qui ont été prises la semaine dernière, nous les avons prises déjà il y a plusieurs années. Et donc du point de vue stratégique, pour tout ce qui est lié aux véhicules connectés, la connectivité de nos véhicules avec le monde de l'Internet et de l'Internet of Things, nous sommes déjà lancés. Et donc nous considérons donc pas de discussion avec Google, le moteur de recherche. Nous avons déjà notre partenaire, notre stratégie a été décidée, elle est en train d'être mise en œuvre. Je m'étonne simplement que nos concurrents prennent ces décisions maintenant. Toute dernière question, Autolib, vos concurrents là, ils sont dans les starting blocks, PSA aussi. Quand? À Paris? Septembre. Au Mondial de l'Automobile, vous allez voir démarrer l'activité du groupe PSA au travers de notre marque de services de mobilité qui s'appelle Free2Move et qui est positionnée au même niveau que les marques Peugeot, Citroën DS, Opel et Vauxhall. Carlos Tavares, le président du directoire du groupe PSA, merci d'avoir été sur France Inter. Merci à vous.